Bonjour à tous et toutes, et merci beaucoup pour l'invitation et merci aussi aux auteurs et aux autrices ou aux auteurs, je ne sais pas trop comment on dit, à l'ouvrage. Juste avant de réagir, je vais peut-être me présenter juste une phrase pour que vous sachiez d'où je parle. Donc je suis conseillère confédérale donc, à la CGT, donc à Montreuil, sur les questions de formation professionnelle et de travail. Et dans ce cadre-là, il y a un groupe de travail confédéral qui s'attache à remettre en tout cas en discussion toutes les questions du travail à la CGT. Alors je ne sais pas si le livre n'était pas paru, alors moi je l'ai lu en exclusivité en format PDF, mais il y a un peu l'historique en tout cas de chaque syndicat, et vous verrez que la CGT parle du travail depuis plusieurs décennies maintenant, mais avec des rebonds en permanence, parce que politiquement la CIS n'est pas confortable, je vais le dire comme ça. Et donc les assises du travail à la CGT ne sont pas confortables. Et juste aussi pour dire que j'ai un biais aussi sans doute, parce que j'ai été formée au CNAM autour de l'analyse du travail. Et donc voilà, c'est aussi pour ça que je suis très sensible à ça. Donc je parle au nom du groupe de travail, mais sans doute un peu avec mon biais personnel. Donc par manque de temps, je me suis attachée juste à lire les deux chapitres sur lesquels je devais interagir, mais je vais m'attacher à lire, et même sans doute au-delà de ma version PDF, à acheter le livre. Et donc je suis un peu déçue qu'il n'y ait pas plus d'ouvrages aujourd'hui, parce que je me dis que ce serait un bon endroit pour vous de vendre votre ouvrage, mais peut-être que vous avez une petite valise cachée derrière, je ne sais pas. Donc il faut que ou en commande, voilà. Donc je vais réagir au texte présenté par Madame Merel et Coralie. Alors j'ai une accointance particulière avec Thomas et Coralie, donc je les appellerai sans doute Thomas et Coralie, et par contre Madame Merel, je vous appellerai Madame Merel parce qu'on se connaît moi. Voilà. Ce que j'ai trouvé très intéressant dans le chapitre de Madame Merel, c'est vous avez mis en premier lieu le côté multidimensionnel, vous l'avez rappelé là, de la qualité de l'emploi, qui appelle à distinguer de manière précise l'emploi et le travail. Et me semble-t-il, c'est un rappel très intéressant à faire ici au niveau notamment des organisations syndicales, parce que j'imagine comme la CGT, toutes les organisations syndicales sont enclines à être plus sur des revendications autour de l'emploi, ce qui peut se comprendre historiquement. Voilà, je sais que nous, à la CGT, ça a été quand même en dents de scie autour de l'emploi, du travail, mais l'emploi revient beaucoup sur le devant de la scène, et du coup, on se focalise beaucoup là-dessus. Et ça peut s'entendre, on négocie souvent des compensations financières, mais on ne va pas forcément voir les conditions de travail et le travail. Et donc du coup, je remets là en discussion auprès aussi de mes collègues des autres organisations syndicales que ça vaut vraiment le coup, puisqu'en plus on a vu que les patrons sont, enfin je vais y revenir, mais c'est un peu leur chasse, enfin c'est même pas un peu, c'est leur chasse gardée. Donc du coup, enfin je rebondis aussi sur ce que M. Pallier disait, c'est que ça vaut vraiment le coup d'aller mettre le nez dans le travail et son organisation. Et c'est pas, je le dis là parce que même si la CGT on s'y intéresse, c'est pas intrinsèquement dans l'ADN. Pourtant, par exemple, la CGT, on s'appelle quand même Confédération Générale du Travail. Mais voilà, l'emploi revient là-dessus. Et donc, en plus, vous l'avez expliqué dans votre chapitre, c'est que les travailleuses et les travailleurs sont très attachés à toutes les dimensions. C'est pas que l'emploi. Ils sont c'est sûr que côté salaire, côté aussi la sécurité de l'emploi, c'est quelque chose d'important, mais les critères de l'intérêt du travail, tout ce qui est autour de l'organisation du travail, vous l'avez bien nommé, là vous l'avez pas forcément
dit là, mais moi j'ai bien retenu ça, c'est que vraiment les travailleurs et travailleuses sont intéressés. Donc ce serait malheureux que les organisations qui les représentent n'y aillent pas non plus. Et c'est d'autant plus précieux que les syndicats doivent regarder le travail, mais ça fait trop, on est plusieurs à le dire là, mais bon voilà, c'est que la France est à la traîne, vous l'avez bien dit, et en plus le patronat, alors moi je mets un peu tout le monde, parce que je vais vous dire, moi j'étais dans la négo le nouveau pacte de vie au travail, et il n'y a pas que le MEDEF, hein. Donc du coup c'est leur chasse gardée. Alors je vous donne justement un exemple autour des indicateurs. Vous avez expliqué que des indicateurs seraient précieux. Très bien. Moi, je suis complètement d'accord avec vous. Je vais vous donner un exemple autour de cette négo 2023-2024 autour nouveau pacte de la vie au travail. Il y a eu, ce qu'il y a peu dans les négos, ce qui avait tendance à arriver, mais que je ne vois plus forcément, c'est une part avant la propre de la négo, c'est une part de diagnostic. Donc on nous a invités, les deux côtés de la table, à venir demander à qui on voulait de venir discuter autour de ce diagnostic. C'était pas clair, la commande n'était pas claire, donc chacun mettait ce qu'il voulait dedans. Et donc, nous, en tout cas la CGT, on a fait appel à... On avait une liste quand même assez longue, mais pour faire consensus, on s'est appuyé sur des chercheurs du CNAM en se disant que ça ferait plus consensus. Donc nous, par contre, dans notre liste, on avait Michael Zemmour, hein, on est très attaché à lui, mais bon, on s'est dit que ça allait peut-être pas être accepté de l'autre côté. Donc on a proposé des chercheurs du CNAM, notamment, enfin sur l'autre livre qui était vert aussi, mais en tout cas, donc Annie Jolivet était venue. Et j'ai été assez étonnée qu'à part la CFDT, les autres OS proposaient personne, par exemple. Et donc du côté patronat, il y avait des gens, je me souviens plus son nom, un économiste qui a fait un grand truc autour de l'apprentissage d'ailleurs, je me souviens plus. Enfin, et puis ils étaient tous sur la fameuse enquête de conditions de travail voilà. Et l'emploi, enfin, c'était toujours la même étude, mais selon les chercheurs, ce qui était intéressant, ou les économistes qui n'étaient pas forcément chercheurs, ils n'avaient pas la même lecture. Ça, c'était intéressant. Nous, ce qu'on a regretté, c'est qu'il n'y ait pas de débat, c'est que chaque expert passait l'un après l'autre. Bon, voilà. Donc ça, les indicateurs, là-dessus, je suis d'accord, mais après, sur qui fait partie de la gouvernance, je vais vous expliquer un petit peu ma question. Après, donc, mais on vient chacun... chaque expert est venu avec ça. Mais après, qu'est-ce qu'on en a fait? Pas grand-chose. Après, à mon grand regret, mais voilà. Nous, on était super contents et on a dit, Annie Jolivet en plus a très bien expliqué, on a dit ça va les faire réveiller. Pas trop. Ensuite, enfin, voilà. Donc, voilà, le but, on ne sait pas, c'était peut-être de nous donner un peu un os à ranger, mais bon, voilà, avec le patronat, c'est un petit peu comme ça, parce qu'une fois que le diagnostic était fait, voilà, il est hors de question, même si on était d'accord peut-être avec les chiffres, il est hors de question pour les patrons de permettre aux salariés de mettre le nez dans l'organe du travail. L'exemple, c'est quand on a fait cette négo, la CGT et la CFDT, à plusieurs reprises, on a dit vous voulez parler du travail, mais vous ne voulez pas parler du travail. C'est-à-dire que cette négo, elle s'appelle Nouveau pacte de vie au travail, sauf qu'on ne parle pas de la vie du travail. Et on a dit, les salariés doivent pouvoir avoir leur mot à dire. Voilà. Et là, les patrons, ils ont ouvert les yeux en disant, mais de quoi ils nous parlent? Ils ne s'intéressent pas du tout à ça. De quoi ils nous parlent? Et c'est pas que le MEDEF. Hein. La CPME est très cheval là-dessus. Voilà. Donc ça, je voulais juste finir là-dessus, c'est que du coup, comme on est revenu dessus plusieurs fois, au bout de deux réunions de négo, ils ont changé le titre. Il y avait plus le mot travail, c'était l'emploi. Donc à un moment donné, on ne parlait plus du travail, donc voilà. J'ai lu dans la partie de Coralie et Thomas, il y avait une petite référence à un texte de Jacques Fraissinet autour de cette négo. Bon, on a les mêmes constats. Nous, on était dedans, lui, il a fait son constat sur le truc multidimensionnel, mais c'est surtout que
les patrons ne voulant tellement pas en parler, on a changé le titre. Enfin voilà. Ensuite, sur l'observatoire indépendant dont vous parlez, Madame Erel, je trouve que c'est une très bonne idée. Mais quand vous expliquez sur la gouvernance, alors là je parle de la gouvernance, hein, c'est un trait, une déformation peut-être sans doute professionnelle, vous expliquez qu'il y a les interlocuteurs sociaux, les services statistiques, des chercheurs, pourquoi pas, mais après, quand je vois comment déjà on galère pour essayer de trouver un consensus sur un titre de négociation, je me dis comment on va pouvoir se mettre d'accord sur quoi regarder et comment le regarder. Notamment, par exemple, si on veut avoir des indicateurs sur les conditions de travail, rien que la pénibilité, est-ce qu'on va être d'accord pour aller regarder les mêmes choses? Voilà. C'est une question, je n'ai pas de solution à ça, mais je me demande ça. Après, vous avez fait d'autres propositions très intéressantes. Je vais juste faire un focus sur deux propositions, sur la flexibilité dans les horaires de travail et sur le compte épargne temps. Je vais mettre de côté le côté salaire. Peut-être que d'autres personnes pourront en parler. Je me suis focalisée là-dessus. Alors, sur la flexibilité, donc, si j'ai bien compris, c'est choisir un tant soit peu ses horaires de travail. Sur le papier, a priori, la CGT, on vote pour tout de suite. Hein. Mais après, il y a le mot flexibilité. Alors nous, on est un petit peu maintenant frileux avec le mot flexibilité. Hein. En général, quand on met ce mot-là, vous vous rappelez, flexi-sécurité, enfin voilà, il y en a eu beaucoup de flexi, mais pas beaucoup de sécurité. Et après, j'aurais tendance à vous dire, alors ça aussi c'est une proposition de la CGT, vous l'avez pas évoqué, c'est à un moment donné, peut-être que pour concilier, parce que je crois me souvenir, il y a les métiers pénibles, et vous aviez dit que c'était aussi une possibilité pour pouvoir concilier la vie personnelle et la vie professionnelle, et je vous dis peut-être les 32 heures, peut-être pourraient aider à ça. Je pose ça ici. Et ensuite, sur les horaires atypiques, sur des contrats longs, je n'ai pas de solution, mais en tout cas, sur les horaires atypiques multipliés par les contrats courts, je me dis à un moment donné, l'interdiction des contrats courts pourrait aussi aider les travailleuses et les travailleurs à se sentir un peu plus en sécurité et ne pas être obligés sans cesse de pouvoir devoir trouver des solutions vie personnelle, vie professionnelle, parce que leur vie professionnelle est sans arrêt modifiée. Et la semaine dernière, j'étais à l'IRT de Marseille avec Stéphanie Moulet, qui a fait aussi des propositions sur le petit site là, et elle nous a montré un graphique. Alors, c'est pas mon domaine au départ, sur la transformation du travail. C'était une formation sur la transformation du travail. Et elle nous a montré l'évolution depuis les années 80 de la part des CDD, et notamment les CDD de moins d'un mois, mais j'ai été horrifiée, quoi. Et je me dis, peut-être qu'à un moment donné, si on commençait par ça, les gens pourraient peut-être être plus en sécurité et avoir une vie personnelle et une vie professionnelle plus en adéquation. Et sur le compte épargne-temps, alors nous, c'était un des sujets qui faisait partie de la négo, mais plutôt porté par la CFDT, pas plutôt, mais porté par la CFDT avec d'autres organes, mais d'abord porté par la CFDT autour du compte épargne-temps, qui a été balayé par le patronat. Voilà, nous à la CGT, on est très très fébrile, très fébrile par rapport à ce compte épargne-temps, parce que si on creuse un petit peu, qui peut y recourir à part des gens qui sont en CDI, plutôt avec un salaire confortable, qui pourraient peut-être mettre de côté quelques heures sup, ou mettre de côté une semaine par an, quelques jours de congé pas pris. En tout cas, à un moment donné, les personnes dont je parlais au-dessus, qui ont des contrats courts, qui ont des salaires ou des temps partiels, je ne pense pas qu'ils puissent sacrifier des jours de congé pour mettre du temps de côté. Et ensuite, après je mets la casquette de conseillère sur la formation professionnelle. Vous avez, et vous l'avez redit là, mais dire que le CET pouvait peut-être permettre aux personnes de se former pendant ce temps
mis de côté, enfin libéré, mais enfin je dirais peut-être pas libéré, plutôt épargné, on va dire, voilà, c'est le mot, hein, quand on épargne temps. Et je me dis, alors que nous, la CGT, on se bat pour que la formation se fasse sur le temps de travail, et avec le CPF monétisé, les gens se forment de plus en plus, les pauvres, hors temps de travail, le soir, le week-end, les mères de famille ne peuvent pas avoir accès parce qu'elles ont, enfin, souvent les mères seules, c'est très compliqué. Et donc, du coup, c'est très compliqué pour nous d'imaginer que la formation se fasse sur un temps épargné, sur des vacances, enfin, qu'on aurait épargné en mettant de côté quelques vacances ou quelques heures sup. Voilà. En tout cas, sur le CET, on est très critique. Sur le chapitre de Coralie et Thomas, sur le mot à dire sur le travail, bah, évidemment, on est en phase. Donc c'est pour ça qu'on rigolait tout à l'heure avec Coralie, parce que on a travaillé ensemble dans d'autres instances sur le sujet, et c'est vrai qu'à la CGT, et c'est quelque chose qui est devenu maintenant en tout cas, discuter au niveau confédéral, rediscuter et puis plutôt avoir le consensus. Moi, je serais très intéressée pour avoir l'avis des autres organisations syndicales, parce que j'ai appris en lisant votre texte le positionnement de Force ouvrière, la CFDT, je savais un petit peu la position du dialogue professionnel. Mais les autres, par exemple, tu as expliqué qu'il y avait une recherche commandée par la CFTC sur le bilan des accords sur le droit d'expression. Je n'ai jamais entendu la CFTC s'exprimer là dans toutes les discussions que j'ai pu avoir avec eux. Moi, je serais très intéressant de pouvoir discuter avec eux. Donc, nous, on est convaincus sur le mot à dire. Tu as peu parlé, tu les appelles l'instance, ou le délégué supplémentaire, c'est le travail réel. Je trouve, si je veux bien revenir là-dessus sur le travail réel, parce que tu as peu développé ça, parce que moi, la lecture, il y a 3 sujets qui me semblent essentiels. C'est, je ne sais pas dans quel ordre les ranger, mais c'est la connaissance du travail réel par les syndicalistes, ça je sens que c'est quand même essentiel. Le second, c'est la place des managers dans ce fameux dialogue, et c'est là que je pense qu'on serait peut-être pas d'accord avec certaines d'autres OS. Et le troisième sujet, c'est qu'est-ce qu'on raconte dans les échanges, en fait. Et donc, sur la connaissance du travail réel par les syndicalistes, alors je ne sais pas si vous êtes ici, je pense que travail prescrit, travail réel, je ne sais pas ici où vous en êtes, mais au bout du bout, on est, tous les chercheurs autour de ça, on est plus ou moins tous d'accord pour dire que les travailleurs et travailleuses ne savent pas le travail réel qu'ils mettent en place tant qu'ils ne le disent pas, parce que c'est tellement incorporé, c'est tellement invisibilisé que c'est très compliqué à dire. Mais du coup, comment pouvoir accompagner pour un syndicaliste cette parole si les syndicalistes ne sont pas sensibilisés à ça, ne sont pas formés à ça. On ne peut, ça se décrète pas forcément. Donc je pense qu'il y a besoin de formation autour de ça. Alors nous, à la CGT, on appelle ça on parle de l'enquête, parce que ça vient de l'enquête ouvrière de Marx, mais on parle de l'enquête, en tout cas des enquêtes syndicales à partir du travail réel. Donc c'est des choses pour lesquelles on essaye de former les syndicalistes. Et la deuxième chose, c'est au-delà des formations, il y a nécessairement un changement de posture des syndicalistes. C'est-à-dire que le syndicaliste, en général, c'est plutôt, il porte la parole plutôt qu'il passe la parole. Et donc du coup, et puis on a aussi beaucoup de syndicalistes, à la CGT particulièrement, voilà, c'est qu'on est des sachants, on connaît le travail, on a notre cahier revendicatif qui peut être écrit sans même avoir demandé la parole aux syndiqués ou aux travailleurs, on se dit on connaît le travail, même voilà, alors qu'on ne connaît pas le travail, puisque même la personne ne connaît pas elle-même ce qu'elle met en place vraiment pour bien faire son travail. La différence entre le prescrit et le réel. Donc ça, je pense que ça c'est important, la connaissance du travail réel par les syndicalistes et le changement de posture. Ensuite, pour la création et je vais revenir sur les 2 autres points en réaction à la création de délégués du travail réel qui pourraient être institués. Pourquoi pas? Moi, je trouve que
voilà, pourquoi pas. Je peux pas aujourd'hui, moi je peux pas parler au nom de la CGT, il faudrait que ce soit mis en débat. Voilà, donc ça ce serait intéressant de mettre ça en débat dans les instances de la CGT. Après, tu en as pas reparlé là, mais dans votre chapitre, vous expliquez qu'il y a peut-être une question de taille de l'entreprise, en disant, enfin, moi je l'ai traduit en disant que vous faisiez l'hypothèse que dans les plus petites entreprises, ce serait peut-être pas nécessaire parce qu'il y a peut-être plus de proximité. Mais moi je dis encore une fois, tant que les personnes ne parlent pas, la proximité ça fait pas parce qu'on est à côté de son collègue qu'on connaît son travail. Mais voilà, c'était juste une petite question là-dessus. Et du coup, sur la place des managers dans le dialogue. Alors là, nous, on est complètement d'accord avec ce que vous proposez. C'est que je pense que les managers ne doivent pas du tout, au départ, être dans la discussion pour trouver des solutions dès le départ. Il faut vraiment que les salariés, les travailleurs et travailleuses se retrouvent ensemble avec le délégué, ou pas, en tout cas, pour parler de leur travail. Et après, dans un second temps, comme vous proposez, alors dans l'instance que vous proposez, en attendant, c'est uniquement dans un deuxième temps que soit les syndicats, mais moi je pense que c'est les syndicats avec les travailleurs et travailleuses, peuvent faire des propositions de changement d'organisation à partir factuellement du travail réel et donner des exemples concrets, et qu'il y ait une obligation effectivement de réponse. Mais moi, dès le départ, qu'il y ait les managers pour trouver une solution, vous l'avez dans le bilan commandé par la CFTC là, sur l'expression directe, c'est catastrophique. Ça veut dire que les gens n'osent même pas parler, la subordination revient au galop, enfin, c'est juste pas possible. Et après, je vais être un petit peu provocatrice aussi, par rapport à la CFDT, donc j'attends que mes camarades de la CFDT me challenge aussi là-dessus. Et vous avez expliqué, la CFDT, que ces moments-là, alors vous l'appelez peut-être plutôt dialogue professionnel, c'est pas un lieu de négociation et de revendication. Et alors j'ai envie de lui dire, mais c'est quoi alors et si on ne vient pas, peut-être que vous dites, je pense que si on ne discute pas ensemble pour changer les choses, qu'est-ce que c'est si ce n'est pas de la négociation? Voilà, juste ça, et je vous remercie vraiment beaucoup pour ces lectures. Voilà. Merci.